Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. La semaine dernière, on a parlé des avantages du mode de vie nomade, mais il est vrai que les auditrices et les auditeurs avaient quand même plus de demandes concernant les inconvénients de ce mode de vie, que d'ailleurs je préfère appeler challenge qu'inconvénient. Donc dans cet épisode, je vais parler des inconvénients de ce mode de vie, mais surtout de comment les contourner, comment adapter son nomadisme pour diminuer et minimiser au maximum les inconvénients que ce mode de vie peut apporter. Donc, j'ai identifié 3 grandes familles d'inconvénients: la logistique, les relations et le développement personnel, donc de tout ce qui est soi-même, avec soi-même, vis-à-vis de soi-même. Et dans chaque groupe, il y a plusieurs challenges que j'ai listés. Et pour chacun, je vais dire quelles solutions on peut y trouver, parler de mon expérience aussi, dans les cas où c'est pertinent, expliquer comment je les contourne moi et donner différentes pistes pour qu'on puisse les résorber et appréhender au mieux ce mode de vie nomade. Donc, le premier groupe, c'est la logistique. Et dedans, j'y ai mis en premier le challenge qui est pour moi le plus gros, c'est la charge mentale. C'est d'ailleurs une question très précise qu'on m'a posée sur Instagram de comment je gère cette charge mentale-là. La charge mentale du nomade, elle est liée au fait de trouver des logements en permanence. Donc, en fonction de sa fréquence de déplacement, c'est plus ou moins important comme charge mentale. Mais trouver de nouveaux logements, signer les contrats, être en contact avec les propriétaires à chaque fois, envoyer les acomptes, etc. Comme on se déplace, il faut aussi réserver ses billets de train, d'avion, de ferry, chercher le moins cher, donc ça peut être sur différentes applications. Il faut aussi se renseigner sur chaque lieu avant d'y aller, voir quelle communauté il y a sur place pour être sûr que ça va nous correspondre, chercher ce qu'il y a à faire sur place, regarder un petit peu les cartes, les blogs pour savoir où se loger, pour ne pas se retrouver à 30 km du centre sans voiture et être cloîtré pendant un mois ou le temps où on reste à cet endroit. Bref, la charge mentale, c'est un gros sujet pour les nomades. Je ferai un épisode dédié à ce sujet, je pense. Mais ce que je peux déjà dire, c'est que pour moi, le meilleur remède, il y en a 3 en fait. Le premier, c'est l'organisation. Si on est organisé et qu'on sait qu'on a tout au même endroit, par exemple, moi j'utilise Notion pour mettre toute ma vie en fait. C'est hyper cliché de dire ça, mais c'est vraiment mon deuxième cerveau. Si on est organisé déjà, ça enlève la pression de « Ah, je sais plus si j'ai fait ça. Ah, mais il était à quelle date mon billet ?» Tout ça, on peut le réguler. Et je le détaillerai dans l'épisode sur la charge mentale. Le deuxième point pour contourner ce défi, c'est la planification. Pour moi, ça marche. Ça ne marche pas pour tout le monde, je pense. Mais moi, je planifie énormément à l'avance. C'est-à-dire qu'en règle générale, 6 mois avant de partir à un endroit, je fais ma réservation. Ouais, entre 4 et 6 mois avant. Parfois plus même. Donc ça demande d'anticiper beaucoup. Mais je le fais pour plusieurs raisons. Mais la première, c'est pour lutter contre la charge mentale en fait. C'est que je sais que tout est organisé, que tout est raccord, que j'ai mes dates qui collent, mes billets d'avion qui collent. Et après, j'ai plus qu'à me laisser porter par le flow pour une série de voyages donnés, puisque généralement, je planifie 2 ou 3 destinations ensemble. Par exemple, je fais 3 ou 4 villes dans un même pays, donc je planifie 3, 4, 5 mois d'un coup. Et après, plus tard, je fais ma série suivante, mon pays suivant. Le troisième levier pour alléger la charge mentale, c'est d'adapter son nomadisme. Par exemple, en restant 6 mois à chaque endroit, on a moins souvent de trajets, de billets, moins de recherches à faire, d'appartements à trouver, etc. On peut même rester plus longtemps, on pourrait fonctionner en année scolaire. Il y a pas mal de nomades qui sont des profs, notamment des profs de langue,
qui enseignent leur langue maternelle à l'étranger ou qui enseignent l'anglais à l'étranger. Et eux, ils restent 1, 2, 3 années scolaires à chaque endroit. Donc là, c'est un type de nomadisme qui est quand même lent. En fait, c'est entre le nomadisme et l'expatriation. C'est un mode de vie qui fonctionne très bien pour beaucoup. Moi, j'en ai rencontré pas mal. Et ça permet quand même d'alléger un peu la charge mentale. Sachant quand même qu'à chaque déménagement, il y a plus de démarches aussi parce que généralement, il faut quand même s'ouvrir un compte bancaire dans le pays où on emménage. C'est des contrats d'habitation, enfin de logement qui sont plus permanents. Donc, où parfois, il faut fournir plus de documents, etc. Donc, il y a plus de charge mentale lors d'un déménagement, mais il y a aussi beaucoup moins de déménagements. Donc ça, c'est une balance qui est à trouver en fonction de chacun. Voilà pour la charge mentale. J'ai vraiment balayé le sujet, mais encore une fois, je ferai un épisode dédié, je pense. Le deuxième challenge lié à la logistique, c'est l'administratif. Donc ça, pour moi aussi, il est très très gros puisque j'ai une énorme phobie administrative et encore beaucoup moins maintenant qu'avant. C'est une des choses avec lesquelles le nomadisme m'a aidée, mais c'est quand même, ça reste quelque chose de stressant pour moi. Et le nomadisme, ça implique d'avoir plus d'administratif sur certains sujets. Par exemple, il y a des assurances spécifiques parfois qu'il faut prendre en fonction des pays dans lesquels on va. Il y a la question des banques. On est obligé d'avoir une banque internationale. Ça, c'est pas forcément plus compliqué, mais au départ, ça implique parfois un changement et de benchmarker toutes les banques qui existent, laquelle est plus avantageuse pour toi, etc. En termes de santé, il faut être sûr d'être bien assuré, de pouvoir être rapatrié en cas de besoin, d'avoir les frais qui sont couverts. Donc ça, c'est encore une fois de l'administratif. Maintenant qu'on a soulevé ces problèmes-là, quelles sont les solutions qu'on peut y trouver? Alors, celle pour laquelle j'ai opté, qui est peut-être la plus simple, c'est de choisir ces pays en fonction des facilités qu'on a. Très concrètement, moi, aujourd'hui, je ne sors pas de l'Union européenne. Et c'est en très, très grande partie pour des raisons administratives. En restant dans l'UE, on est quand même couverte par la carte européenne d'assurance maladie. Attention, ça ne suffit pas forcément dans le cadre du travail, parce que, par exemple, moi, j'ai besoin d'une assurance spécifique pour avoir mon matériel professionnel qui est couvert à l'étranger. D'ailleurs, ça m'a bien servi. Donc vraiment, ça, je le recommande. Mais au moins, en termes de frais de santé, si on est dans l'UE, on est couvert. Ça m'est arrivé de devoir aller à l'hôpital. Et en fait, j'ai rien payé. Et j'ai eu une consultation et j'ai eu mes antibiotiques gratuitement. Et j'ai rien payé. J'ai même pas eu avancé de frais, en fait. C'était en Espagne à ce moment-là. J'ai pas eu de soucis. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas de change à faire par rapport à la monnaie si on reste dans la zone euro. Donc tous les pays de l'UE n'ont pas l'euro, mais il y en a quand même pas mal. Et donc pour commencer, je conseille de rester dans ces pays-là. Ça évite d'avoir des taux de change si on n'a pas une banque qui est adaptée pour l'international. Et ça évite aussi d'avoir à calculer en permanence, si vous êtes aussi quiche que moi en calcul mental, combien ça vous coûte d'acheter votre pain, votre ticket de bus ou votre bière si vous sortez boire une bière le soir pour l'apéro. On peut sortir de l'UE évidemment. Si on est comme moi et qu'on a une phobie administrative, moi ce que je fais c'est que pour l'instant je ne sors pas encore de l'UE. Moi ce que je conseille si l'administratif c'est un truc qui vous stresse, c'est de procéder progressivement. C'est-à-dire de commencer par exemple rester dans l'UE. Si vous êtes dans un pays, vous avez la nationalité européenne, vous restez dans l'UE. Et peut-être aller sur un pays pour commencer qui a déjà l'euro. Puis ensuite rester dans l'UE mais sur un pays qui n'a pas forcément l'euro. Comme ça, on a l'histoire des changements de monnaie, mais on n'a pas toutes les complexités administratives. Puis après, progressivement, sortir de l'UE, aller peut-être sur un pays qui est relativement proche. Comme ça, il n'y a pas de décalage horaire. Sur des pays aussi qui ont des facilités de visa. Il y a maintenant des pays qui proposent des visas nomades ou des visas de moins de 30 jours qui sont accessibles de manière assez facile. Donc, commencer par ça pour ne pas avoir beaucoup de démarches administratives à faire. Puis petit à petit, aller vers des choses plus complexes quand on se sent à l'aise. Le troisième challenge que j'ai mis dans la thématique de la logistique, c'est celui du stress. Alors bon, vous allez me dire, le stress, c'est vague. En fait, je pensais à, notamment quand on est solo, parce que c'est différent quand même quand on est deux et quand on est tout seul. Enfin, deux ou plus d'ailleurs. Mais quand on est solo, il y a plein de trucs qui peuvent être stressants. Voilà, de ne pas forcément se sentir en sécurité dans un lieu, de gérer des problèmes si on a une galère, X ou Y, et spoiler, on en aura. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et c'est stressant. Et donc ça, c'est un enjeu, notamment en termes de logistique, parce que
Voilà, je pense à on se réveille un matin, l'ordi marche plus, je peux pas bosser. Ok, je fais comment? Mon billet d'avion qui est annulé, ma valise qui est perdue. Il peut arriver plein de trucs et ça, c'est stressant. Donc, ce que je conseille comme ça, c'est de prendre une assurance. Et une bonne assurance. C'est relou, faut bencher, faut regarder ce qui existe, faut comparer ce dont tu as besoin, ce dont tu n'as pas besoin. Mais il y a des assurances pour tout ce qui est matériel digital nomade, informatique, etc. Faut regarder, faut se renseigner. Je pourrais faire un épisode dédié si c'est un sujet qui vous intéresse et où vous avez besoin de plus d'informations. Mais c'est une des premières choses pour soulever le stress, c'est qu'on sait que si on a une galère, on sera couvert financièrement. Donc ça lève un stress financier. Après, pour le stress plus logistique, il y a certaines structures de vie qui sont plus rassurantes que d'autres. Je pense par exemple au co-living. Moi, ma première expérience nomade que j'ai faite en Lettonie, à Riga, je suis partie en co-living parce que justement, je voulais alléger ce stress au maximum. Je voulais savoir que si j'avais plus de chauffage chez moi, j'avais plus d'eau chaude, j'avais une fuite, j'avais un dégât des eaux, j'avais plus internet, et en fait, j'étais pas toute seule et il y avait quelqu'un pour m'aider. Donc en l'occurrence, c'était un co-living hyper moderne et hyper adapté, où il y avait quelqu'un 24 heures sur 24, il y avait une maintenance en permanence et tout. Et c'était vraiment abordable parce que c'était une résidence étudiante et que c'était en Lettonie, donc ça me permettait de pas être en difficulté financièrement et de pouvoir bénéficier de cette structure-là. Mais ça peut être hyper rassurant quand on est seul. Au-delà du fait que le co-living, c'est cool parce qu'on est seul, mais on n'est jamais seul, parce qu'on vit dans une communauté, etc. L'inconvénient du co-living, par contre, c'est que ça peut être cher, en fonction des pays. Mais on peut aussi opter pour des colocs. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de partager en coloc, et notamment une expérience qui était géniale. Je suis partie en coloc avec une autre nomade qui était portugaise, qui est toujours d'ailleurs portugaise. Et on a fait 2 destinations ensemble, donc on a vécu 3 mois ensemble. Et on a déménagé d'une île à l'autre, on était aux Canaries, on a déménagé ensemble. Et le fait de savoir qu'elle était là, ça m'a énormément rassurée. Et en l'occurrence, j'ai eu une galère quand j'étais avec elle. J'ai eu mon téléphone qui s'est fait voler et elle était là, j'avais son téléphone si j'avais besoin. Elle avait même, c'était un peu la cerise sur le gâteau, mais un téléphone de backup qu'elle m'a prêté pour le temps de m'en racheter un, les 3-4 jours où j'ai eu besoin. Enfin voilà, le fait d'avoir quelqu'un avec moi aussi pour m'aider à gérer la pression dans des situations comme ça, c'était précieux. Et en fonction du stress qu'on a ou pas par rapport à gérer ces situations de vie-là, ça peut être intéressant d'opter pour des colocs, pas seulement pour réduire le loyer, même si c'est aussi une très bonne raison de prendre une coloc. Il y a aussi d'autres structures qui sont un peu moins officielles, mais quand j'étais à Athènes, j'étais dans un Airbnb, donc j'avais trouvé mon appart sur la plateforme Airbnb. Et en fait, tout l'immeuble était un immeuble de famille qui appartenait donc à la même personne. Et la dame vivait là aussi. Et on était une communauté, c'est-à-dire qu'en fait, on allait prendre des verres ou l'apéro le soir ensemble sur le rooftop, sur la terrasse de l'immeuble. Et je savais que j'étais pas toute seule en fait. Et j'ai eu une galère d'ailleurs à Athènes que je vous raconterai dans un épisode dédié. Et le fait d'avoir quelqu'un, c'était précieux. Donc ne pas hésiter à opter pour ce genre de structure qui peut être rassurante, voire même, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est le programme pour bientôt, de vivre chez l'habitant, donc de vivre chez quelqu'un. Ça peut être une expérience qui est super riche et qui peut être rassurante aussi, si on a ce stress-là. Voilà pour les enjeux nomades liés à la logistique. Après, il y a aussi la thématique des relations, qui est beaucoup revenu dans les questions que j'ai eues sur Instagram. Donc la première question, c'était comment on gère la distance avec ses amis, sa famille, etc. Le challenge qui est là, c'est le manque, la difficulté à entretenir des relations sur le long terme. Et les solutions que j'ai trouvées pour ça, c'est les outils digitaux. Quand même aujourd'hui, on a beaucoup d'outils, on peut appeler par WhatsApp, par Google Meet, etc. pour rester en contact. Il y a aussi le fait que je pense que si j'habitais à Paris aujourd'hui, je verrais probablement pas mes parents beaucoup plus, un peu plus, mais pas beaucoup plus que ce que je les vois aujourd'hui en fait. Pareil pour mes proches. Et ce qui est certain, c'est que je les appellerai beaucoup moins aussi. Donc le contact est différent. Pour moi, mes relations familiales ont gagné en qualité avec le nomadisme. Ça peut paraître paradoxal, mais ça a créé des moments qui sont plus forts quand on les a. Et après, une relation, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que je fais l'effort de rentrer relativement régulièrement pour les voir. Et clairement, quand je rentre, c'est pour voir ma famille parce que j'ai pas de plaisir
être en France en règle générale. Mais eux font aussi l'effort de venir me voir. L'année dernière, ma famille est venue passer Noël avec moi. Mes parents sont venus régulièrement passer des vacances avec moi. Et donc là, c'est gagnant-gagnant parce qu'on se voit, ça nous fait plaisir. Eux, ils voyagent et ils ont l'opportunité d'aller dans des endroits où ils n'auraient probablement jamais pensé à aller. Ça m'arrive qu'ils me manquent, mais je les appelle et ça va mieux généralement. Je pense que ça dépend beaucoup des gens. Moi, j'en souffre pas de ça du tout. Après, ça s'expérimente. Je pense qu'il faut partir sur des petites durées d'abord et puis voir s'il y a de la souffrance de ce côté-là, et ben peut-être partir moins longtemps et revenir plus souvent. Sur ce point, j'ajoute le fait que le nomadisme, j'en ai déjà un peu parlé la dernière fois, mais ça fait le filtre dans les mauvaises relations. En tout cas, dans les relations qui ne méritent pas qu'on s'y investisse. Par exemple, si vous revenez chez vous tous les 6 mois, que vous prévenez les personnes qui sont importantes pour vous, que vous allez revenir, que vous leur donnez vos dates en avance et tout, et que ces personnes ne font pas l'effort de se libérer une soirée pour prendre un verre avec vous sur le moment où vous revenez, c'est qu'elles ne méritent peut-être pas en fait que vous continuez à développer cette relation-là. Vous rentrez, mais les personnes peuvent aussi venir vous voir. Alors, bien sûr, si vous avez la possibilité de les accueillir, c'est plus facile en termes de logistique. Moi, je sais que j'ai toujours dit à mes proches, très proches, qu'ils étaient les bienvenus à la maison quand je le pouvais, quand ils voulaient. Et ça n'empêche qu'il y en a qui ne viennent pas me voir, en fait. Et donc, si vous faites l'effort de rentrer, eux peuvent faire l'effort de venir vous voir aussi. Une relation, ça marche dans les deux sens et c'est hyper important de le comprendre. Et c'est pas parce que vous avez choisi un mode de vie différent que c'est à vous de vous adapter à 100% aux autres. Moi, je pense pas. C'est pas ma vision des choses en tout cas. Le deuxième challenge qu'on peut avoir par rapport aux relations dans le nomadisme, c'est l'isolement. Ça fait peur à beaucoup de gens. Le fait aussi de devoir créer des relations en permanence parce qu'on arrive souvent dans un nouvel endroit où on connaît personne. Cette situation-là peut être hyper épuisante socialement, notamment pour les introvertis. Moi, je ne suis pas une introvertie, je suis plutôt une extravertie. Si parmi les auditeurs ou les auditrices, il y a quelqu'un qui est nomade et introverti et qui veut venir témoigner sur ce sujet, ce sera un plaisir. Je pense que ce sera utile pour beaucoup. Moi, je vais vous partager ma vision des choses. Je me sens beaucoup moins isolée aujourd'hui en étant nomade que quand j'étais à Paris. Parce qu'en fait, je fais l'effort de chercher à me connecter à autrui. Parce que j'ai pas le choix en fait, sinon je vais rester toute seule et je vais moisir dans mon coin, dans ma chambre et j'exagère un peu mais moi je me trouve beaucoup plus entourée avec une vie sociale beaucoup plus active maintenant que quand j'étais à Paris. Après, si c'est un vrai enjeu, le fait de repartir de zéro, entre guillemets, à chaque fois qu'on arrive dans un nouvel endroit, les solutions qu'on peut voir, c'est de se déplacer moins souvent, d'avoir un nomadisme plus lent. Si on reste 1 an, 2 ans par endroit, on a le temps de bâtir des relations qui seront vraiment solides et donc qui pourront perdurer dans le temps malgré la distance plus facilement que si on reste quelques semaines. On peut aussi, et ça je le suggère vraiment beaucoup, c'est ce que je fais moi, de choisir ses destinations en fonction de la communauté qu'il y a sur place. Donc il y a des destinations qui ont une communauté internationale très forte. C'est important si vous ne parlez pas la langue du pays, par exemple. Si vous ne parlez pas la langue du pays, que c'est un pays où on ne parle pas trop anglais et qu'il n'y a pas de communauté internationale à l'endroit où vous allez, vous risquez d'avoir du mal à nouer des relations. Donc ça, c'est important d'en tenir compte dans le choix de vos destinations. Ce que je fais aussi, et je le conseille beaucoup, c'est de trouver des activités qui permettent de se connecter aux autres. Donc il y a des groupes, des meet-up, des échanges linguistiques qui existent. Et ça, c'est bien, c'est un très bon début. Mais au-delà de ces communautés internationales, on peut aussi trouver des activités pour connecter avec les locaux. Et là, c'est libre à vous. Il faut voir ce que vous aimez. Moi, par exemple, je fais de la salsa, de la bachata, donc des danses latines. Puis j'ai pas choisi de commencer à danser pour le nomadisme, mais ça s'est trouvé comme ça. Et en fait, c'est génial parce que ça se pratique dans toutes les grandes villes. Vraiment, partout, il y en a en Europe. Et comme on danse à deux, forcément, on rencontre des gens, très facilement. C'est des petites communautés, donc quand tu vas à une soirée, que tu danses avec une personne, tu la revois la fois d'après, facilement, il y a un dialogue qui va se nouer, la personne va te dire « Ah, mais t'as vu, il y avait une soirée tel jour, machin », et du coup, tu vas y aller, et tu vas rencontrer ses potes, et ça va très très vite, en fait, de fonctionner comme ça. Donc là, moi, je vous parle de la salsa, mais vous pouvez prendre des cours de cuisine. Il y a des clubs d'écriture, des clubs où on écrit un texte, on partage son texte, chacun réagit sur le texte des autres, ça peut même être multilingue. Il y a plein de solutions pour s'intégrer à des activités qui existent déjà et donc de connecter avec les gens sans avoir l'impression de faire le pot de fleurs et d'être gêné par cette première approche en fait. Après, sur ce sujet-là, il y a 2 bonnes nouvelles.
La première, c'est que c'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens quand on est tout seul que quand on est deux. Quand on est un couple, on arrive, on est ensemble, on se parle déjà, on a tendance à, dès qu'on n'a plus grand-chose à dire sur la conversation, on va parler entre nous. Donc les gens, ils vont pas revenir vers nous pour engager la conversation. On a moins le besoin de sortir aussi parce qu'on est en permanence avec quelqu'un. Alors que quand on est tout seul, on sort plus et ça aide. La deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est généralement assez facile de connecter avec les gens parce que souvent, ton mode de vie nomade va intriguer. Tu vas avoir beaucoup de questions. Ah, mais c'est trop bien, tu sais depuis combien de temps? T'as été où? C'était quoi ton pays préféré? Qu'est-ce que t'as moins aimé? Tu travailles dans quoi? Et moi, j'aimerais bien faire ça. Et les gens, généralement, ne tarissent pas de questions sur ce mode de vie-là. Et donc, c'est assez facile de connecter avec eux en général. Le dernier point sur la question des relations, c'est les relations amoureuses. Donc ça, c'est une question qui m'a été posée aussi, parfois un peu à demi-mot, mais elle était là quand même. Alors la première configuration, c'est si on est déjà dans une relation et qu'on souhaite être nomade en solo. Alors là, moi, je vais avoir beaucoup de mal à en parler parce que c'est pas mon cas et ça n'a jamais été mon cas. Donc c'est compliqué pour moi de me positionner sur ce sujet-là. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de choses qui passent par la communication dans une relation, surtout quand il y a de la distance. Et après, le nomadisme, c'est pas forcément de bouger tout le temps. On peut être sur place, avoir une base qui est proche de la personne avec qui on partage sa vie, et puis quitter cette base par phase de quelques semaines, quelques mois et y revenir. C'est aussi tout à fait possible. J'ai pu m'attarder sur la deuxième configuration, qui est celle où on n'est pas dans une relation amoureuse. Ce que j'entends souvent, c'est « Ah, mais du coup, c'est compliqué, en fait, tu peux pas être dans une relation. » Alors moi, je pense qu'il faut garder en tête que le nomadisme ne te condamne pas à bouger en permanence. C'est pas ça. Ça te laisse la liberté de choisir. Mais on peut aussi choisir de rester à un endroit par choix. C'est tout à fait possible de s'attacher à une personne et de décider de rester plus longtemps à l'endroit où se trouve cette personne pour voir comment les choses évoluent, laisser une chance à la relation, etc. Le seul problème de ça, c'est que ça conditionne de ne pas planifier trop ses voyages pour se laisser la possibilité de rester plus longtemps à un endroit. Ou alors, il faut être prêt à changer ses plans si on a planifié ses voyages d'avance. Mais moi, j'y vois un vrai avantage, c'est qu'on aura moins facilement tendance à se lancer dans une relation qui n'en vaut pas forcément la peine si on sait qu'on sacrifie notre nomadisme. J'explique. Si je sais que j'ai planifié mon voyage sur 6 mois suivants et que je rencontre quelqu'un et que voilà, cette personne me plaît, il y a possibilité de quelque chose, je vais réfléchir à deux fois en fait. Parce que le fait de rester, ça va m'obliger à, pas forcément sacrifier, mais en tout cas à renoncer au moins temporairement à un mode de vie qui me plaît, dans lequel moi j'ai mon équilibre. Donc c'est un sacrifice que je pense que si on veut une relation, il faut être prêt à pouvoir faire. Parce qu'une relation, c'est forcément des compromis. Mais, à mon sens, il faut aussi que le compromis soit réciproque. Donc, ce que je fais, moi, à titre personnel, c'est que je planifie, parce que j'en ai besoin pour gérer le stress, comme j'en ai parlé précédemment. Et je laisse une chance aux gens. Je suis prête à faire des efforts, à la mesure des efforts qu'ils font. Donc finalement, en fait, le nomadisme, ça peut aussi être un bon filtre pour identifier les gens qui valent la peine que tu t'investisses et ceux qui ne valent pas la peine. Donc cet inconvénient sur la gestion des relations amoureuses peut aussi être un avantage. Je vais attaquer la dernière partie des challenges qu'on peut avoir quand on est nomade. Et cette partie concerne plus la partie développement personnel, donc équilibre avec soi-même. La première chose que j'ai notée comme inconvénient, c'est que c'est pas possible d'avoir une activité régulière si cette activité-là est liée à un lieu physique. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus concret. Moi, pendant beaucoup d'années, une vingtaine d'années, j'ai fait de l'équitation. Moi, j'ai monté dans une structure, donc j'avais une équipe compétition, j'avais un coach. Clairement, c'était pas compatible avec le nomadisme. Il y avait plusieurs entraînements par semaine, etc. Et pendant très longtemps, ça a été une raison pour laquelle je n'ai pas voyagé, en fait. Parce que c'était trop important pour moi, ça faisait trop partie de mon mode de vie et de mon équilibre pour que je puisse le sacrifier, même pour voyager si j'avais super envie de voyager. Donc là, il n'y a pas de truc magique. On peut trouver d'autres activités qui nous permettent une forme de bien-être, mais que ce soit des activités à l'international. Donc moi, j'ai parlé de la salsa, de la bachata, certains sports aussi, il y a des sports qui se pratiquent en solo. Si on fait de la course à pied, c'est facile, on peut courir partout. Moi, je fais du yoga, donc je me balade avec mon tapis de yoga.
Et puis voilà, j'ai besoin de personne pour pratiquer. Après, on peut aussi imaginer d'autres modes de vie nomades autour d'une activité. Par exemple, il y a des gens qui montent à cheval et qui sont nomades. J'espère un jour avoir l'occasion d'en inviter dans ce podcast, mais je pense que la limite, c'est celle qu'on s'impose à soi-même en fait. Il faut être créatif aussi pour pouvoir imaginer un mode de vie dans lequel on pourra concilier ce dont on a besoin pour être personnellement épanoui avec le voyage, si c'est aussi un élément dont on a besoin pour évoluer, grandir et être bien en fait. Le deuxième challenge sur la thématique du développement personnel, c'est la routine. Il y a certaines personnes qui me disent « mais comment tu fais? Tu changes tout le temps d'endroit, les choses sont jamais au même endroit, tu dois manquer de ouf de stabilité et tout. » Et oui, je pense que c'est un enjeu pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ont besoin d'être chez elles, en fait. Moi, je pense qu'une routine, ça se crée et ça se déplace d'un endroit à un autre. Ma routine se déplace avec moi. Mais il y a des trucs qui ne changent pas. Le fait que je prenne 14 cafés le matin, par exemple, ça ne change pas. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il faudrait que je réduise, mais ça se déplace d'un endroit à un autre. Mon rythme de travail, il reste le même. Mon rythme biologique reste le même. Je me lève généralement très tôt. Je sais que ma phase de travail productif, c'est le matin tôt et la matinée globalement. Et que l'après-midi, je garde les tâches qui me demandent moins d'attention parce que je suis moins productive. Ça fait partie de ma routine. Je fais du yoga, ça fait partie de ma routine. Je me trimballe avec mon tapis alors que ça prend littéralement un quart de ma valise, mais parce que pour moi, c'est important de pouvoir pratiquer partout où je vais. Il y a toujours le moyen de trouver un parc, une plage ou poser son tapis. Ça fait partie de ma routine. Le fait de danser, la salsa, la bachata, ça fait partie de ma routine. Ça m'est déjà arrivé d'être dans des endroits où je ne pouvais pas danser comme je voulais et c'était pas idéal pour moi parce que je sais que ça fait partie de mon équilibre de pouvoir sortir danser au moins 1 ou 2 soirées par semaine. Mais bref, ça c'est mon critère à moi. Avec les expériences, vous trouverez les vôtres aussi. Et ça peut être artistique, ça peut être sportif, ça peut être de la lecture, ça peut être plein de trucs différents, mais c'est important de trouver les critères qui vous permettent de choisir une destination en sachant que vous allez y être bien. Donc voilà, sur la routine, je pense qu'on peut la transporter, ça c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut choisir des endroits qui s'adaptent à notre routine. Ça peut être j'ai besoin d'avoir une terrasse parce que j'ai besoin de travailler dehors 2 heures par jour. Et à ce moment-là, il va falloir que vous fassiez l'effort de trouver des appartements qui ont ce critère-là. Le dernier point, et cet épisode commence à se faire long, donc je vous promets, c'est mon dernier point. Je l'ai appelé Digital Overdose. Pour les nomades digitaux notamment, mais pas que, ça peut être un énorme challenge d'arriver à se défaire de cette dépendance digitale. Ça peut être dur de déconnecter. Il y a tout qu'on fait en ligne. Moi, par exemple, je travaille à distance, à temps plein pour une entreprise. Donc déjà, ce temps-là, il est passé devant mon ordinateur globalement. Plus, il y a le temps que j'ai devant les écrans pour gérer tout ce qui est administratif, assurance, voyage, réservation des billets, de planifier les activités que je vais faire dans un endroit, organiser mes trajets, mes expéditions quand je vais aller visiter une ville et tout. C'est devant mon ordi. Il y a le temps que je passe, moi, sur ma communication de mon projet personnel à côté, donc tout ce qui est photographie, post-traitement de mes photographies, donc ça, c'est vraiment particulier à moi, mais si vous avez d'autres hobbies, si vous aimez faire des jeux en ligne, par exemple, c'est en ligne. Si vous passez du temps sur les réseaux sociaux ou si vous avez des activités. Par exemple, moi, quand j'apprends une langue, je suis beaucoup sur les applications d'apprentissage de langue. Tout ça, c'est en ligne. Si vous regardez des vidéos YouTube pour vous former sur un sujet ou si vous avez une formation en ligne, ça s'ajoute aussi. Moi, j'ai une liseuse pour des questions de place parce que ça me permet de continuer à lire en voyageant. Et c'est digital aussi, même si c'est quand même une forme d'écran différente. Donc en fait, parfois, moi, ça m'est arrivé, et c'est un enjeu que j'ai toujours d'ailleurs, ça m'arrive de me sentir submergée par ça en fait, de me dire, purée, mais j'ai encore tous ces trucs-là à faire qui impliquent que je sois devant mon ordi. Mais là, j'y suis depuis déjà 10 heures aujourd'hui, j'ai envie de déconnecter vraiment, j'ai envie de partir me balader, j'ai envie d'aller à la plage. S'il y en a qui le rencontrent aussi, qui ont des solutions à proposer, je serais ravie de les entendre, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, ça m'intéresse vraiment. Les 2 solutions quand même que je vais proposer sur cet axe-là, c'est de faire des digital detox. Donc d'avoir des plages horaires ou journalières ou des semaines entières même, 1 ou 2 fois par an,
où on déconnecte complètement, on n'a plus de réseaux sociaux, voire même pas de téléphone, pas d'ordinateur. C'est possible. Il y a des bloqueurs de sites qui existent aussi, donc qui peuvent vous empêcher d'aller sur des réseaux sociaux, sur des plages horaires dédiées, pour que vous soyez connecté, vous êtes en ligne, en digital, mais sans forcément être pollué de notifications. Donc, c'est déjà un premier pas. Et mon dernier élément, et il est important, c'est qu'on n'est pas obligé, pour être nomade, d'avoir un travail en ligne. On peut, c'est un facilitateur au début, mais il n'y a pas que ça comme voie. Et j'en ai parlé dans le premier épisode sur le nomadisme, mais il y a plein de modes de vie qui sont nomades et qui ne sont pas digitaux. Donc, si ça, c'est un vrai enjeu pour vous, vous pouvez aussi réfléchir à développer un mode de vie nomade qui soit différent. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez surtout pas, si vous avez des doutes, des questions, des peurs, si vous souhaitez échanger. Et si tu es nomade et que tu as d'autres manières de relever les défis de ce mode de vie, écris-moi pour me partager ton expérience, ça va m'intéresser énormément. Si ça vous a plu, alors vous pouvez vous abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode et suivre mon compte Instagram @bychloev. Surtout, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, je serai ravie de vous répondre. Allez, à très vite!